les filles un jour m'ont pris, c'était pour les 75 ans de mon père, elles m'ont pris entre quatre yeux, comme on dit, en faisant une faute français. Et ils m'ont dit bon maintenant il faut que tu arrêtes. Et ça a été aussi la réaction de Gabriel quand il est venu chez moi. Parce que, c'est super. Franchement, c'est rare que je dise ça à quelqu'un. Il y a des peintres du dimanche, il y a des peintres qui sont plus ou moins connus, que j'ai pu voir. Et ces toiles-là, elles émeuvent. On y voit, et puis comme vous le dites, il y a plusieurs lectures possibles. Alors, il faut les montrer, bien sûr, et puis il faut aller dans des lieux un peu prestigieux, parce qu'autrement, s'il y a sur Internet quelque chose qui montre ces œuvres-là, j'en serais la plus contente. Je voudrais que beaucoup de gens partagent ça. Et on va en parler parce que je pense que dans ce musée, c'est dommage que ça ne dure que 2 mois, parce que beaucoup de Corses sont dans les villages ou à l'extérieur, mais enfin on le dira. Là, le cadre est superbe. C'est vrai que je ne pourrais pas rêver mieux. Par-dessus le marché, avec l'artiste résident propriétaire, Oui. Gabriel Diana. La première fois qu'on s'est vu il y a 3 ans, il y a eu une sorte de coup de foudre artistique. C'est souvent que les artistes marchent un peu sur les pieds parce que c'est un peu la loi du genre. Bon, c'est un peu plus vrai en musique d'ailleurs, mais enfin. Mais là non, l'un fait la promotion de l'autre sans aucun problème. Et on est vraiment très amis. Et en plus, vous, ça tombe bien puisque Luciana et Monaco ont des liens particuliers à travers le personnage de Sainte Dévote. Oui. Sainte Dévote, vous ne savez pas, c'est vraiment la sainte de Monaco. Oui, c'est la patronne de Monaco. Oui. Où elle serait arrivée en bas. Vers 304. Voilà, écoutez, vraiment du Vers coup. 304, c'est très important. Moi, je l'ai répété des dizaines de fois, autant qu'on a fêté le 1700e anniversaire en 2004. En fait, l'installation des reliques, c'est-à-dire du corps entier de Saint-Dévote à Monaco, a provoqué la fixation d'une communauté qui depuis perdure. Oui, oui, oui. Et ici, comme à Monaco, on dit qu'elle a fait des miracles, qu'elle a sauvé les populations dans les temps de guerre. Oui, en tout cas, si lorsqu'on allait vers Saint-Jacques ou lorsqu'on allait pour défendre la Terre Sainte, les croisés partaient à l'assaut en criant Montjoie, etc. Oui, oui, oui. Nous, chaque fois qu'on tentait de nous envahir ou quoi, on sortait les étendards et on allait au combat en criant Santa Devota. Mais en vérité, la première fois que Santa Devota a retenti, c'est à la bataille de Crécy, le désastre de Crécy, même on peut dire, où les 150 arbalétriers monégasques, un par famille, c'est vous dire que si la population était petite, mais on avait les 150 meilleurs arbalétriers d'Europe. Et ils ont suivi François Ier. Non, mais les monégasques faisaient partie de tous les hostes. Voilà, les faits d'armes sont assez. Là, on est sorti de l'aventure, mais enfin, les faits d'armes sont énormes. Ce qui est curieux, c'est que ça n'apparaît pas toujours, en tout cas dans les livres d'histoire. C'est nous qui avons précipité la chute de la Sérénissime République de Venise en coulant la totalité de sa flotte à la main sur le Pô. On a envoyé par le fond aussi la flotte de la Hongrie pendant la guerre des deux Siciles. Et puis les Hollandais, mais eux s'en souviennent, en tout cas, la reine Marguerite s'en est souvenue puisqu'elle a invité le prince Régnier pour le 500e anniversaire de la bataille de Zérigzée, où les galères menées par Régnier Ier, qui a ensuite été grand amiral de France, étaient présentes. Évidemment, sur la galère amirale et sur les galères adjacentes qui protégeaient la galère amirale, il y avait toujours les arbalétriers monégasques. Sans cette intervention, pour briser le blocus hispano-anglais, la Hollande n'existerait pas. Et Santa Dévote, elle avait ça par rapport à ceux qui portaient les arbalètes. C'était leur. C'est un peu. Leur emblème. Oui, sachant, mais il faut pas trop le répéter, mais en fait, c'est pas très grave, aujourd'hui, il y a prescription. Que, cela dit, le pape n'a jamais essayé de s'y opposer. Le Concile de Trente, le deuxième Concile de Trente avait interdit l'usage de l'arbalète comme étant trop meurtrier. Comme si les gaz de napalm et tout ça. Voilà. À la bataille de Crécy, si on avait laissé les arbalétriers et les archers génois prendre position calmement sur le champ de bataille où il avait pu pendant 3 jours, les Anglais étant sur une colline, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le désastre. Malheureusement, la chevalerie française
a voulu charger d'office. Il y a une raison à ça, c'est que les chevaliers, la veille de la bataille, curieusement, c'est vraiment très curieux, comme en même temps, on peut le comprendre sur le plan de la foi, mais enfin, veiller toute la nuit, jeûner, prier, et puis le lendemain matin, alors qu'on sort juste de la chapelle, aller au combat, c'est un peu étrange. Tandis que ces paillards qui faisaient ripaille et compagnie, là, c'était que de la bataille. Et alors en chargeant, là on a eu, je sais plus, mais là on ne sait pas exactement si c'est 7 morts ou 7 blessés, parce que les chevaliers français ont piétiné le parti des arbalètes monégasques, parce qu'ils voulaient passer sur le chemin qui n'était pas boueux. Bah, écoutez, juste pour des détails pareils. On a fait aussi toute la police de la Méditerranée pour le compte de l'Espagne, Charles Quint. Oui, ça non pas. Et dites-moi, alors quand vous voulez peindre, comment vous faites? Vous isolez de la famille, vous avez un atelier? Non, mais comme les filles nous quittent peu à peu parce qu'elles se marient ou quoi, voilà, la troisième s'étant mariée, ça a libéré sa chambre, qui est devenue un capharnaüm d'artiste. Et oui, parce que vous faites quand même de grandes toiles, de grands formats. Donc ça, il faut. Et puis après, pour les stocker. À Monaco, c'est le problème, c'est le stockage. Et oui, parce que vous ne pouvez pas mettre ça n'importe où. Vous ne savez pas en plus comment ça va vieillir. Ou bien vous êtes quand même en technique, déjà vous connaissez un peu comment ça risque, par exemple l'effet de la chaleur sur vos toiles. Oui, mais on n'a jamais la voilà, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un risque qui, personnellement, me paraît nécessaire. C'est vrai aussi qu'il y a eu un moment où j'étais axé sur l'éphémère. Il m'est arrivé d'habiller des arbres avec du papier réservé à un village collectif. Et ça donnait des ciselures très très fines en séchant, sans emploi de colle, sans rien, tout simplement en tamponnant à l'eau. Et curieusement, ça a tenu, d'après ceux qui... Ah oui, ça tenait un peu plus de 2 mois, même sous l'orage. Le seul problème, c'est que comme c'était encore du papier qui a été blanchi avec les produits qu'aujourd'hui on proscrit, évidemment, il finissait un peu par jaunir, mais ça restait toujours intéressant à regarder. On voit que vous travaillez beaucoup sur la matière, que vous êtes assez fasciné par tout ce qui est craquelure, froissure. Mais en même temps, je suis aussi fasciné par l'éphémère. J'avais écrit un poème qui s'appelle Fugue, qui se terminait en disant que finalement, lorsque je m'en irais, que ce soit par un jour d'orage et que la nature reprend ses droits, ne laisse même plus la trace de mes pas là sur la plage. Parce qu'en définitive, on peut travailler dans le sens, moi j'ai 4 filles. Ah, mais comment le nom va se perdre tout? Le nom se perd, qu'on y fasse. C'est la vie. Est-ce qu'il faut absolument travailler en pensant il faut que je laisse une trace, que j'ai un nom à une rue, quoi? À partir de ce moment-là, vous ne pensez plus qu'à ça, mais quel impact avez-vous sur l'environnement en général? Quel impact avez-vous sur la vie quotidienne des gens et tout? Moi, il me semble que c'est beaucoup plus important d'agir dans ce domaine que pour soi. Vous avez raison.